Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement ou bien un point d'entrée en date de sur la compagnie Proximus? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, déjà, Proximus ici, c'est quoi? C'est une compagnie qui exerce dans le secteur de la télécommunication essentiellement en Belgique. Et également, elle a des activités à l'international, mais en majorité, elle fait son business en Belgique, d'accord? Donc, quand on parle déjà de télécommunication, on s'attend à avoir une dépense en capital très élevée. Donc, à la fin de la journée, on va regarder ici, notre étude va être basée sur le revenu, la croissance du revenu, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc, la première chose que je regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, on va au niveau directement sur la stabilité ou la croissance des revenus. On constate que sur les 10 dernières années, donc 10 dernières années, 10-year average, on a à peu près moins 1,38% de croissance sur les 5 dernières années, d'accord? On a moins 1% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a moins 1,33% de croissance. Et par rapport à l'année précédente, donc en prenant comme base décembre 2021, on a plus 1,73. Donc retenez qu'en 2020, on a perdu moins 3,46. Donc c'est clairement une entreprise en décroissance. OK. À partir de là, il faut se poser la question de savoir... Pourquoi est-ce qu'on a une décroissance? Il ne faut pas le laisser comme ça parce que quand on a une décroissance du revenu de 1%, au niveau des marges opérationnelles, ça fait moins 5%. Au niveau des bénéfices nets, ça fait moins 5%. Donc, au niveau également des earnings per share, bon, bénéfices nets, earnings per share, les deux sont connectés, donc ça fait toujours moins 5%. Ce qui veut dire que l'entreprise perd peut-être en revenu, mais elle est de moins en moins efficiente. Je ne peux pas encore accepter qu'une entreprise perde en revenu, mais devienne de plus en plus efficiente, comme McDonald's, quand je pense qu'on va également étudier sur la prochaine vidéo. Donc ici, je dirais que ça, déjà, c'est pas bon signe. Mais également, il faut savoir pourquoi. Peut-être qu'on investit massivement, on a vendu certains segments d'activité. Voilà, ce sont des choses à aller regarder dans les rapports financiers. Donc quand vous regardez les états financiers ici, c'est 50% de l'information. Ça vous permet déjà de poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers, d'accord? Donc ici, pour la croissance, on va se mettre 0, et ça, c'est avec beaucoup de pincettes. 0. Maintenant, le revenu en lui-même, il est combien? Donc, vous constatez ici que la façon dont je présente les vidéos a complètement changé. Sans doute, les gens de Morningstar se sont rendus compte que c'est une excellente idée de changer complètement la façon de montrer à peu près les 10 dernières années des revenus ici, de présenter les 10 dernières années. Donc, pour moi, ça complique la tâche. Ça fait près de 10 ans que j'utilise Morningstar, et je ne vais pas vous mentir qu'en date d'aujourd'hui, je suis en colère comme jamais. Je pense même que je vais leur envoyer un message parce que je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de faire ici. Ils ont tout changé. Avant, je pouvais juste avoir en un clic, je pouvais avoir 10 ans de revenus et mes yeux étaient déjà habitués à cela. Aujourd'hui, je suis obligé de me balader sur X ou Y logiciel. Donc ça, c'était le coup de gueule de la journée. Donc on va revenir ici normalement sur les finances. Donc en date d'aujourd'hui, vu que c'est une compagnie en décroissance, d'accord, sur les 12 derniers mois, on a 557 milliards. Donc pas 557, 5 milliards, 5,57 milliards. Donc 5 milliards 570 millions. D'accord? Donc, on va le mettre ici, 5 milliards 570 millions. Donc, c'est une décroissance. Donc, peut-être que l'année prochaine, on aura moins que ça. Quand j'investis dans cette entreprise-ci, je vais me protéger au maximum. Je sais qu'on est en décroissance. Donc, les PER également devraient aller dans la même tendance de la décroissance. Donc, après la croissance du revenu, on cherche la dette nette. Quelle est la dette nette ici? Ne prenez pas en considération la dette nette que vous allez trouver, par exemple, sur Morningstar. Donc, je pense qu'au niveau des valuations, on a une information par rapport à la dette nette ici. On va aller regarder ça. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous pouvez présenter cette partie-ci en français, parce qu'avant, je pouvais le faire, mais aujourd'hui, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, la dette nette ici, 7 milliards 994, donc 940. D'accord, je vais regarder ici, la dette nette ici est de combien? 7 milliards, la valeur d'entreprise, plutôt, est de 7 milliards 608, donc on a 300 millions de différence. Donc ici, on se dira qu'à la fin de la journée, la dette nette, on va prendre ce que notre logiciel nous donne ici, donc aux alentours de 2 milliards 961. D'accord? Il faudrait aller vérifier cela également. Dans tous les cas de figure, je vous ai toujours dit que la dette nette ici, c'est valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. D'accord? Une fois que vous avez le chiffre, allez regarder dans les rapports financiers pour voir qu'est-ce qui a été pris en considération. Donc pour essayer d'être le plus... Pour garder les choses simples, ici, on va prendre la dette nette qui est présentement affichée ici. Mais il faut toujours double-checker les choses, comme dans toute chose. Donc, même quand vous écoutez cette vidéo-ci, s'il vous plaît, si vous êtes investi dans Proximus, prenez vos rapports financiers et lisez-les. D'accord? Si vous avez des doutes. D'accord? Donc, on revient ici.
2 milliards 961, c'est la dette nette que je vais prendre. Le PER. Dans cette industrie, si je vous ai toujours montré que comment est-ce que vous pouvez évaluer le PER, comment est-ce que vous pouvez prendre le PER ici, on va déjà le prendre par rapport à son industrie en lui-même ici. Donc, on voit ici que, voilà, sur les 5 dernières années, on a des PER de 14,38, d'accord? Voilà, sur les 10 dernières années, on peut constater que les PER varient également dans cette tendance-là. Mais vous pouvez voir que généralement dans ce secteur, les PER ne sont pas trop élevés parce que la dépense en capital est trop élevée et déjà élevée. Et en plus de cela, si vous avez une dépréciation en termes de revenus, le marché aura tendance à ne pas payer un ratio assez élevé. D'accord? Donc, il faut également regarder là, dans cette industrie-là, quels sont les PER. Généralement, je vous ai dit que vous pouvez aller sur Guru Focus. D'accord, on va sur Guru Focus au niveau des technologies, overview. Donc, on va ici, c'est un excellent site, Guru Focus, que je recommande grandement. Donc, on va ici, on est ici dans le secteur de la consommation, on est aussi dans le secteur de la télécommunication, donc c'est généralement la consommation. Voilà, est-ce que c'est Consumer Defensive? On va regarder, non, je ne pense pas, c'est pas Consumer Defensive. Communication Services, donc on va aller regarder dans Communication Services. Ne vous inquiétez pas, je ne parle pas anglais, donc je fais semblant de prononcer d'une certaine façon. Donc ici, Communication Services, donc on voit ici, voilà, est-ce que, voilà, vous pourrez Deutsche Telekom, Orange, Swisscom, Telefonica, Cellnex, Telenor, donc voilà, donc ces compagnies de télécommunications ici. On va regarder par rapport ici au PER moyen, vous constatez que l'industrie en lui-même est, voilà, on va se dire, c'est la distribution à peu près, dépendamment, on se situe aux alentours de, voilà, 13 à 15 fois les bénéfices ici, avec un maximum aux alentours de, voilà, 20 fois les bénéfices pour les meilleures entreprises. Donc, si je prends ici un ratio de 13, 15, 17, sachant que l'entreprise en elle-même se change généralement à des ratios de 15 fois les bénéfices en moyenne, mais rappelez-vous que, voilà, ça ne prend pas en considération la dette. C'est la raison parfois pour laquelle les compagnies dans le secteur des télécommunications sont sous-évaluées parce qu'elles ont souvent des grosses dettes. Donc ici, quand vous prenez le Schiller PE qui date de 2018, ici, vous arrivez à peu près à la même tendance. Donc je prendrai ici, en termes de ratio, 13, 15, 17, pas plus que ça. D'accord. Le nombre d'actions ici, on va se limiter à 323 millions d'actions. Donc quand je vais sur mon logiciel ici, d'accord, 323 millions d'actions, Common Share Outstanding, 323 millions d'actions. Je peux le comparer ici à Morningstar, mais ça m'énerve tellement aujourd'hui que je n'ai pas envie de fouiller tout ça. Ils ont tout compliqué. Par exemple, si je veux regarder les rapports financiers en date d'aujourd'hui, ce que je pourrais faire facilement, en date d'aujourd'hui, on va me donner tout un long document. Franchement, j'ai pas envie d'envoyer cette longue feuille-là. Je préfère aller lire les rapports financiers au complet que d'avoir les états financiers avec toutes ces informations-là. Regardez, si je cherche les bénéfices par action, regardez, ça n'apparaît même pas. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne sais pas qui fait Morningstar, mais franchement, gros coup de gueule aujourd'hui. Morningstar, c'est 0 en date d'aujourd'hui. Je pense que je vais commencer à changer. Je réfléchis à changer le site littéralement. À la fin de la journée, ça ne me facilite pas la tâche parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de regarder mes rapports, de faire des analyses. Les premières années, je les regarde, je fais sur Morningstar rapidement et j'avais l'habitude de pouvoir, voilà, à peu près avoir une idée générale de la valeur d'une entreprise juste en regardant les 10 dernières années. Donc, il va falloir que je m'habitue normalement avec la nouvelle méthode, d'accord? Donc, s'il vous plaît, faites aussi cet effort-là. Donc, soyez attentifs ici. Donc, on a 323 millions d'actions. Sur nos logiciels ici, au niveau de Finbox, heureusement qu'eux également, ils n'ont pas changé. On a 323 millions d'actions. Donc, on va se mettre ici à 323 millions d'actions. Au niveau des free cash flow, OK. Alors, ici, au niveau des free cash flow, je vais à Trailing Return. Qu'est-ce qu'il nous présente ici au niveau des free cash flow? Il nous présente quoi? Alors, j'attends que ça charge. Donc, au niveau des cash flows ici, on constate quoi? Faites très attention. Compagnie européenne, je sais déjà que la plupart des compagnies européennes, à partir de 2019, il y a eu un changement complet au niveau de la façon de présenter les résultats financiers dans les cash flows. Pourquoi? Parce que les loyers ne sont pas pris en considération dans la partie opérationnelle des états financiers, donc à la partie compte des résultats, ce qui fausse littéralement les free cash flow. On va le voir ici. Regardez cette entreprise. Elle a des free cash flow ici par rapport aux revenus aux alentours de 8% en moyenne avant 2018. Après 2018, on est sans doute quelque chose supérieur à 8%. Donc, voilà, il faut qu'on essaie d'apprécier si les free cash flow actuels sont véritablement les free cash flow réels. Donc, il faut aller lire les rapports financiers ici, ne pas juste prendre ce que vous allez voir chez les agrégateurs comme Zone Bourse, Morningstar, Yahoo Finance. Faites très attention. Les états financiers, il faut toujours aller prendre ce que vous avez lu au niveau des rapports financiers en eux-mêmes, parce que c'est là où se trouve la vérité. Donc maintenant, on regarde ici au niveau des operating and efficiency. Donc on regarde ici au niveau de la dette nette, d'accord? Enfin, excusez-moi, au niveau de la marge nette,
On constate ici que sur les 5 dernières années, c'est sans doute la seule métrique que j'aime ici avec mon histoire aujourd'hui, il vous présente à peu près la moyenne sur les 5 dernières années. J'aime bien la médiane, la moyenne ici, ça n'élimine pas les bruits, mais je préfère la médiane, mais la moyenne, on peut faire quelque chose avec. Donc, c'est 8%, 8,58% en moyenne. Quand on regarde ici à vue d'œil, on constate que bon, on essaie de rester aux alentours de 8% en moyenne ici, d'accord? Parfois, on est supérieur, parfois, on est inférieur, mais on reste aux alentours de 8%. C'est la raison pour laquelle j'ai pris 8%, ok? Bon, on a le revenu, la croissance, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow, la qualité du dividende, on va revenir à la fin. Maintenant, on peut calculer la valeur, on peut essayer d'estimer, pas calculer, estimer la valeur de cette entreprise avec ces éléments-là. Donc, je vais ici sur Finbox. Donc, ça, c'est Proximus, d'accord? Voilà. Ici, vous devez lire PER et ici, vous devez lire free cash flow. Ce n'est pas EBITDA ni quoi que ce soit. PER, j'ai pris des PER de 13, 15, 17, pas 20, 17. Maintenant, 8% de notre revenu qui est de 5 milliards 570 qui est appelé à décroître également. Donc, si vous ne savez pas pourquoi les revenus sont décroissants, faites très, très attention, d'accord? Parce que la valorisation n'est pas gravée dans la roche. Donc, c'est 5, 5, 7, 0. C'est pour ça que je cherche beaucoup la stabilité, d'accord? Ça me permet d'avoir une information avec le moins de bruit possible. Fois point multiplié par 0,08, ça fait ici 4,45, donc 445 millions, donc 446 millions, on va arrondir ça comme ça. Donc 446 millions, si multiplié par 13 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 8,79 €. À 15 fois les bénéfices, même calcul, 11,56 €. À 17 fois les bénéfices, même calcul, 14,32 €. Où est-ce que je vais me situer? Je vais me situer à 17 fois les bénéfices. Peut-être même, je pourrais même aller jusqu'à 20 fois les bénéfices parce que je sais que dans ce secteur d'activité, le marché a tendance à sous-évaluer les compagnies de télécommunications parce qu'elles ont généralement une structuration financière un peu plus agressive dans le sens où elles ont énormément de dettes. La dette, elle peut être énorme, mais dépendamment des entreprises, elle peut être gérable, d'accord? Donc, la dette au niveau de cette entreprise, si elle est gérable totalement, mais ça impacte négativement les free cash flow. Ce qui veut dire que si, par exemple, cette entreprise venait à payer la dette nette au complet ici sur une période de 5 ans, elle a la capacité de le faire. Donc, vous prenez juste 2, 9, 6, 1 divisé par 4, 4, 6, ça revient ici à 6,63, donc à peu près 7 ans. Elle peut payer la dette ici en 7 ans. Donc, si elle paye la dette en 7 ans, ça veut dire qu'elle ne vous distribue pas de free cash flow. Elle ne vous distribue pas de dividendes plutôt. Donc, c'est-à-dire que par rapport à la valorisation de cette entreprise, je dirais qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. D'accord? Le dividende en lui-même, qu'est-ce qui se passe au niveau du dividende? En date d'aujourd'hui, je constate qu'on a un rendement du dividende aux alentours de 8,33% par rapport à notre prix actuel, par rapport au prix d'aujourd'hui. Donc, ça nous donne ici, voilà, 7,73 ici parce que ce n'est pas ajusté au day-to-day, donc ce n'est pas en temps réel. Donc, qu'on soit à 8,73, qu'on soit à 8 ou à 7,73, on reste à peu près 8,33 ou 7,73, on reste à peu près dans la même tendance. Donc, si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des free cash flow en termes de dividendes sans prendre en considération la dette, vous aurez un rendement de combien? On prend les free cash flow divisé par le market cap, ça vous donne ici un rendement de 9,52%. Mais vous savez que sur Top Invest, je vous ai toujours dit ceci. Prenez en considération la dette, d'accord? Parce que la dette, deux entreprises qui font la même chose avec les mêmes marges, mais qui ont une structure au niveau des bilans totalement différente, n'ont pas la même valorisation, ne peuvent pas avoir la même valorisation. Donc, Proximus, sans la dette, on pourrait se dire qu'on a une opportunité d'investissement et que le dividende actuellement ici, il est safe, il peut être couvert. Théoriquement, il est safe. Mais, si j'ajoute la dette, ça veut dire que je prendrais plutôt le 446 divisé par la valeur d'entreprise qui est de 768 millions, qui est de 7 milliards 7,68 millions, enfin 7,68 milliards. Donc, en force de jongler avec les milliards et les millions, on s'en mêle. Donc, 7 milliards 680 millions, donc divisé ici par 7, 6, 8, 0. Ça revient ici à 5,80%. Donc, idéalement, je ne voudrais pas que cette entreprise me paye plus que 7,80% en termes de dividendes en date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si elle me paye un montant supérieur à celui-ci, techniquement, elle n'a plus assez d'argent pour repayer le dividende. Enfin, il ne nous reste plus beaucoup pour repayer le dividende en tant que tel, en réalité. Quand on regarde ici le rendement du dividende, il est à 7,73%.
D'accord? Certains l'affichent à 8%. Google Finance ici l'affiche à combien par rapport à la valorisation d'aujourd'hui? Est-ce que ça a baissé? Oh, moins 6% aujourd'hui, je n'avais pas vu ça. Donc, sans doute, on sera peut-être à 6, à 7 ou à 8%, je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, ce n'est pas une entreprise qui devrait payer un dividende aussi élevé. D'accord? Parce que, voilà, il ne lui reste plus assez d'argent pour repayer la dette à la fin de la journée. Parce que si vous faites aujourd'hui le dividende en lui-même de 0,622, donc divisé par 10 encore, on va le faire comme ça, multiplié par la capitalisation boursière ici de 4,560, ça vient ici à 283 millions, d'accord? Donc, théoriquement, elle paye 283 millions et vu qu'elle a des free cash flow de 446 millions, il lui reste à peu près 162 millions pour payer la dette. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour payer la dette aussi rapidement. Ça n'a pas un impact aussi positif. Donc, je préfère qu'elle réduise son dividende ici. Je sais que généralement, vous êtes à la recherche des entreprises qui versent un énorme dividende, mais il faut privilégier les compagnies qui ont la capacité de verser un dividende, mais également de faire croître leurs revenus dans le futur. Donc, si vous êtes là pour le dividende, dites-vous qu'il y a une possibilité que ce dividende soit coupé dans le temps. Il y a une possibilité. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Mais idéalement, si j'avais été à la tête de cette entreprise, heureusement que je ne suis pas à la tête, j'aurais coupé le dividende à la fin de la journée. Maintenant, peut-être qu'il y a des hidden assets, donc il y a peut-être des actifs qui ont plus de valeur. Par exemple, les tours de télécommunication ont peut-être de la valeur. C'est peut-être que c'est un hidden asset que vous ne pouvez pas voir au niveau de la valorisation parce que voilà, c'est déprécié avec le capital. Enfin, avec les property plant and equipment, donc avec les infrastructures. Mais pourtant, ça peut avoir de la valeur pour des compagnies comme American Tower qui rachètent massivement ces tours de télécommunication là afin de faire du real estate. Donc, il peut y avoir des hidden assets ici. Donc, peut-être que c'est une entreprise qui a présentement de la dette ici, mais qui pourrait vendre ces tours de télécommunications ici afin de pouvoir peut-être repayer la dette. Donc, il faut lire les rapports financiers par rapport à ça. D'accord? Surtout les compagnies de télécommunications, elles ont tendance à avoir des hidden assets, surtout la licence pour pouvoir opérer, par exemple, la licence 3G, 4G, 5G, LTE, etc. Donc, ça coûte de l'argent. D'accord? Parfois, dans les bilans, ça apparaît vraiment dans la classe des intangibles, mais ça vaut de l'argent. Si cette entreprise fait faillite, dites-vous que cette licence-là va coûter cher. D'accord? Donc, c'est très important de regarder ces entreprises-là au-delà du dividende, au-delà du prix actuel. Moi, personnellement, ce n'est pas une entreprise qui va m'attirer en date d'aujourd'hui, mais je ne dirais pas que le prix est mauvais. Le prix est bon. Connaissant les compagnies de télécommunications, ça mérite, il faut creuser un tout petit peu plus. D'accord? Parce que sans la dette, on a une opportunité d'investissement. D'accord? On a à peu près un rendement par rapport à nos free cash flow de 9%. Mais avec la dette maintenant, ça réduit clairement les choses. Mais ceci ne vaut rien si on ne lit pas nos rapports financiers. Et si vous êtes un investisseur à long terme, c'est la première chose que vous devez faire. Si c'est chiant par rapport à la lecture des rapports financiers, je commence à m'en mêler. Donc, si ça vous dépasse ou c'est trop compliqué, simple, achetez un ETF, faites du DCA. Mais si vous choisissez d'acheter des actions, faites le travail nécessaire, d'accord? C'est difficile, mais c'est ça votre marge de sécurité réelle. Donc ici, en date d'aujourd'hui, je n'achèterai pas cette entreprise. Personnellement, elle est aux alentours de 14 € l'action. Donc j'aimerais une décote supplémentaire aux alentours de 7 € parce que je recherche toujours 50% de marge de sécurité. Donc en date d'aujourd'hui, ceux qui détiennent du Proximus, lisez vos rapports financiers et essayez de déterminer quelle est la stratégie à long terme de cette entreprise aussi. Mais dans tous les cas de figure, je ne dirais pas que c'est une mauvaise entreprise, c'est une belle entreprise qui fait partie des leaders dans son activité en Belgique. Mais attention, est-ce qu'au niveau de la gestion, on est correct? Point d'interrogation. Donc ici, on ne se limite pas au PER, on va plus loin que ça, d'accord? À la fin de la journée ici, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.